J'ai d'abord deux annonces à vous faire. Euh, la prochaine séance du séminaire n'aura pas lieu. Pour des raisons personnelles, je ne peux pas la faire. Donc c'est le 18, hein, c'est ça? Le 18 mai, notez-le ça, il n'y aura personne ici. Par contre, la dernière, qui est le 15 juin, aura lieu. Le 15 juin, elle aura lieu. Et donc, notez bien ça pour ne pas vous déplacer pour rien. Dites-le à des personnes qui seraient susceptibles de venir et qui ne sont pas là. Ça peut arriver. Je vais le mettre sur mon Facebook, mais tout le monde ne regarde pas mon Facebook, hein, donc voilà, hein, loin de là. Et puis la deuxième chose, c'est ça, c'est les personnes qui souhaitent avoir une attestation de formation permanente, il faudrait qu'ils lèvent la main pour que je sache à peu près combien j'en ramène lors de la dernière séance du 15 juin. Ah oui, il y en a pas mal quand même, hein. Donc, ben oui, ben écoutez, c'est très bien. Je ramènerai ça, donc vous aurez 10 heures de formation permanente sur votre attestation, formation continue officielle, hein, puisque le séminaire, il est agréé formation permanente officiellement par le ministère. Donc, ça vous fait 10 heures, ce qui est pas mal, hein, ce qui peut faire des points, notamment pour les étudiants, je l'ai déjà dit plein de fois, mais pour les étudiants, ça fait des points, parce que le master en lui-même ne suffit pas. Si vous êtes en psychologie, par exemple, le master 2 ne suffit pas pour travailler, c'est difficile, il faut avoir des petits plus quand même. Et d'avoir des points de formation permanente, c'est un plus. Ça vous démarque de ceux qui n'ont que le master 2, si je puis dire, quoi. Voilà. Donc il faut, pardon, ça marche plus. Ça va être les piles, hein. Tant pis, tant pis. Vous m'entendez comme ça? Oui. Donc voilà les deux informations que je voulais vous donner. Et donc, oui, la formation permanente, c'est pas inintéressant d'avoir quelques points en plus, hein, parce que moi, j'ai fait souvent partie de jury de choix de psychologues pour la fonction publique. Et donc, quand on voyait des gens qui avaient que le master 2, on était un petit peu embêtés quand même. On leur demandait s'ils n'avaient pas publié déjà, publié. Les publications, ça donne des points, évidemment, hein. La participation à des associations, ça donne des points. Et de venir à des enseignements agréés formation permanente comme celui-ci, ça donne des points. Donc, ça fait des différences. Et les gens qu'on recrutait, la plupart du temps, avaient, même tout le temps, je dirais, avaient plus que le Master 2. Voilà, c'est comme ça. Il y a un pouvoir discriminant qui s'opère du fait d'avoir ceci ou de ne pas l'avoir. Puisque, autrement, il y a un nivellement au niveau du Master 2 qui est préjudiciable, quoi. Voilà. Donc, je vous donnerai ça et vous aurez le papier avec vous aurez juste qu'à rajouter votre nom dessus, c'est tout. Il sera complet, rempli avec le nombre d'heures. Donc, on va pas tricher. Il y aura eu 5 séances, donc ça fera 10 heures de formation permanente, ce qui est pas mal déjà, hein. 10 heures, c'est pas mal. Vous n'aurez qu'à rajouter votre nom, c'est tout. Et le numéro, vous verrez qu'il y aura le numéro de formation permanente inscrit dessus. Alors, aujourd'hui, nous faisons un chapitre, le chapitre 15, toujours dans le désir et son interprétation, de Jacques Lacan, le chapitre 15, qui, comme tous les autres, est un chapitre très long parce que c'était l'époque où Lacan faisait des séances très longues. C'est quand il était encore jeune, en forme, et que c'était un peu encore, c'était pas le début, mais enfin, il était encore en plein milieu de son expression intellectuelle. Et donc, il faisait des séances extrêmement longues, et il en faisait beaucoup. Il en faisait beaucoup. À ce moment-là, je crois qu'il était à la Sorbonne à ce moment-là, hein, parce qu'il a changé beaucoup d'endroits, hein, je vous l'ai déjà dit, hein. Il s'est baladé de Normale Supérieure avec l'hôpital Sainte-Anne, la Sorbonne, la faculté Assas, etc. Et donc là, je crois qu'il était à la Sorbonne à ce moment-là. Et c'était l'époque où il faisait des séances longues, quoi. Et donc celui-ci, donc ce chapitre-là, le 15, il est très 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 long, il est interminable et il est très difficile. Honnêtement, il est très difficile. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Enfin si, je sais qu'il y a déjà une personne qui m'a dit qu'il l'avait lu et qu'il l'avait trouvé difficile. Je partage cet avis. Il est vraiment difficile. Donc je vais essayer de vous le simplifier quand même, de vous le rendre accessible, parce que si vous n'y comprenez rien, ça ne sert à rien finalement, hein. Ça ne sert à rien du tout. Ah pardon, c'est le 20, exactement. C'est le chapitre 20, excusez-moi. Chapitre 20, que vous pouvez trouver dans votre bouquin, hein, votre bouquin de poche, chapitre 20. Oui, j'ai mal fait mon X, hein, oui, c'est là, chapitre 20.
Et donc, c'était en date du 13 mai 1959. Et il se nomme le fantasme fondamental. Le fantasme fondamental. Donc, aujourd'hui, on est bien dans la question du fantasme tel que Lacan le voit. Et effectivement, l'approche du fantasme chez Lacan, elle est originale. On peut pas dire. Elle est pas standard. Elle est même assez éloignée de l'approche freudienne. Elle n'est pas divergente totalement par rapport à l'approche freudienne. C'est pas ce que je veux dire. Mais elle est même, c'est une approche structurelle vraiment différente, quoi. Hein, très différente. Parce qu'elle est structurelle, justement. Hein. Et parce que pour Lacan, on va développer un petit peu ça. Il n'y a qu'un seul fantasme. Il n'y a pas une pluralité de fantasmes pour Lacan. Hein. C'est ça. Parce que pour les auteurs, la plupart des auteurs, il y a des fantasmes. Et pour Lacan, c'est non. C'est le fantasme fondamental. D'ailleurs, c'est le titre de ce chapitre-là. Peu importe. Vous pouvez l'écrire P-H-A-A-N ou vous pouvez l'écrire F-A. Moi, je l'écris plutôt F-A-N. C'est plus courant. C'est plus admis, plus acceptable à mon point de vue. Mais on peut écrire de deux façons. En tout cas, pour Lacan, oui, il y a une seule structure fantasmatique. Il n'y a pas une pluralité de fantasmes comme on pouvait le voir notamment chez Freud, par exemple. Alors, il commence la première phase du chapitre, c'est nous parlons donc du désir. Nous parlons donc du désir. Et pour vous étayer un petit peu ça, le désir, la question du désir, je vais vous rappeler enfin, pour certains ce sera nouveau, pour beaucoup même ici, je vais vous rappeler un cas clinique un soin, une prise en charge de Freud, de Sigmund Freud, qui s'appelait d'une jeune fille très jeune, hein, une adolescente qui s'appelait Katharina. Et vous pouvez lire cette observation, elle est très intéressante. Elle est courte, elle est très riche, très intéressante, Katharina. Vous pouvez la trouver dans Études sur l'hystérie. C'est un bouquin très connu de Freud, hein, qu'on trouve très facilement, Études sur l'hystérie. Ça se trouve absolument partout, dans le monde entier. Et dans ce bouquin-là, vous avez plein d'observations, plusieurs observations, dont Anao, la première observation de Freud et de Breuer, et puis vous en avez tout un tas d'autres, Lucie, etc. Et vous avez cette Katharina, qui évidemment ne s'appelait pas Katharina en vrai. Ça, c'est des noms, c'est des pseudos que leur donnait Freud pour qu'on ne les reconnaisse pas, évidemment. Hein. Freud ne voulait pas que les gens soient reconnus dans ses observations, bien sûr. On a su plus tard comment s'appelait telle ou telle personne par des recoupements, puis par des gens qui avaient connu ça, cette époque-là. Donc en fait, elle s'appelait Aurélia Home. Je vous le dis comme ça c'est un petit peu culturel, mais elle s'appelait Aurélia Home Krenich. Elle avait même un nom plus long que ça, Aurélia Home Krenich. Bon voilà. Et elle habitait dans les Alpes autrichiennes, où ses parents tenaient une auberge, un hôtel. Alors, dans l'observation, il est dit que c'est son oncle et sa tante Alors, justement, pour tromper un peu le monde, Freud dit l'hôtel était tenu par son oncle et sa tante. Non, c'était pas son oncle et sa tante, c'était son père et sa mère. Pour pas donner d'indice. Il faisait tout pour qu'il n'y ait pas d'indice, pour qu'on reconnaisse pas les gens. Ce qui était bien de sa part, hein, la discrétion, le secret professionnel, etc. Il le respectait tout à fait. Hein. Donc, c'était dans les Alpes autrichiennes, et elle travaillait soi-disant comme servante de l'hôtel, mais elle n'était pas vraiment servante, elle était la fille des patrons, quoi, en fait, dans la réalité. Mais dans le texte freudien, d'études sur l'hystérie, elle est serveuse, elle aide, quoi, à la tenue de l'auberge, et à s'occuper des voyageurs qui viennent là. Et justement, Freud y est allé, dans cette auberge. En vrai, hein, c'est pas une observation bidon, c'est une vraie observation, hein, qui n'a pas été trafiquée. L'avantage de cette observation-là, par rapport à beaucoup d'autres, c'est qu'elle n'est pas trafiquée. Freud ne l'a pas trafiqué, il l'a pas remanié, il l'a pas trafiqué, ça. À part le masquage des noms, il l'a laissé comme elle était. Et donc, elle est très fraîche, c'est qu'à le dire, puisque ça se déroule en montagne, hein, à plus de 2000 mètres d'altitude. Et d'ailleurs, Freud fait une remarque dans son observation, il dit « Jamais je n'aurais pensé que j'aurais pu faire une psychanalyse à plus de 2000 mètres d'altitude. Hein. » Ça l'étonne lui-même, parce qu'il n'y allait pas pour ça du tout. Il était en vacances, il voulait se reposer.
Et donc, ça l'embêtait profondément de faire du soin, il y tenait pas du tout. Mais un jour qu'il se promenait sur un sentier, parce que Freud était très, il voyageait beaucoup. Il voyageait tout le temps. Et comme Lacan d'ailleurs. Et donc, il se promenait dans les chemins de ces Alpes-là, autrichiennes. Et puis, il y a une petite voix qui l'appelle, qui lui dit, Docteur Freud, professeur, professeur, professeur. Alors, il se retourne, il dit, oui, que voulez-vous, mademoiselle? Eh bien, je sais que vous êtes docteur, et donc je voudrais vous demander un peu d'aide. Alors, il lui répond gentiment, mais non, je suis pas là pour ça. Je suis en vacances, et puis je suis pas docteur, etc. Enfin, il lui ment un petit peu quand même, quoi. Donc, mais si, alors elle lui dit, mais si, parce que moi j'ai vu le registre de l'hôtel, et j'ai bien vu que vous étiez docteur, monsieur Freud. Donc, vous pouvez bien m'aider un petit peu quand même, s'il vous plaît. Alors, il est un peu embêté, quoi, parce que ça le tente pas trop. Et donc, il lui dit, bon, d'accord, je vais vous aider un petit peu. Qu'est-ce que vous avez donc à me dire, quoi, hein? Qu'est-ce que vous avez donc à me dire? Alors, elle lui dit, d'abord, elle lui restitue ses symptômes, parce qu'elle a beaucoup de symptômes. Elle va pas bien. Elle va pas bien. Elle est très jeune, hein, elle doit avoir 15, 16 ans, quelque chose comme ça. Elle a beaucoup de symptômes. Elle est très angoissée, d'ailleurs, premièrement. Elle est très angoissée. Très angoissée. Elle a des oppressions thoraciques très fortes, hein. Elle a des difficultés respiratoires. Elle a des maux de tête extrêmement violents. Elle a des nausées. Elle a tout un tas de choses comme ça. Et puis, elle est embarrassée par des idées, certaines idées très, très particulières, des rêves aussi très particuliers. Et donc, elle est anxieuse, quoi. Tout ça, là, fait qu'elle n'est pas bien. Elle n'est pas bien, elle est un peu dépressive aussi. Voilà, et elle questionne Freud, alors si elle peut l'aider. Alors, Freud lui dit, racontez-moi un petit peu ce qui vous embête. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit comme ça, par rapport à vos soucis? Alors, elle lui dit, oh, c'est difficile à dire, professeur, je n'oserais pas, etc. Je n'ose pas vous en parler, c'est quand même pas facile, etc. Et Freud lui la met à l'aise, il dit, mais si, vous savez, on peut tout dire, c'est pas un problème, j'ai une oreille pour ça, et puis je ne le répéterai pas, c'est le secret. Donc, si vous avez des choses très personnelles, vous pouvez me les dire, et vous pouvez être sûr que je ne les répéterai pas. Soyez sans crainte, etc. Et puis, de fil en aiguille, comme ça, elle finit par se confier un petit peu à Freud, et elle lui dit, vous savez, moi, j'ai vu quelque chose vraiment d'affreux. Alors, qui m'angoisse beaucoup maintenant, et dont j'ai peur, et que chaque fois que j'y pense, j'ai très peur, et c'est horrible. Alors Freud lui dit, mais c'est quoi? C'est quoi? Vous avez vu quoi? Vous avez vu des visages? Vous avez vu des gens? Vous avez vu des... Alors elle hésite, c'est pas facile, elle peut pas... Et puis elle finit par lui dire, vous savez, elle dit, un jour j'étais avec mon petit frère dans l'auberge, et j'ai regardé je sais plus trop par quoi elle a regardé, une petite lucarne ou une porte entrebâillée, et elle dit, j'ai vu mon oncle, et mon oncle, il était sur ma cousine. Non, je dis qu'elle avait 14-15 ans, elle était plus jeune que ça, hein, plus jeune que ça, quoi. C'est une préadolescente, hein. J'ai vu mon oncle sur ma cousine. Donc évidemment, c'était pas quelque chose qu'elle s'attendait à voir, quoi, hein. Donc pour elle, c'était un choc traumatique terrible. Donc, Freud note ça, évidemment, parce que pour lui, c'est très important. Et il lui dit, voilà, donc les protagonistes, donc il y a un trauma, si vous voulez, il y a un trauma visuel, scopique, hein, on pourrait dire ça comme ça, scopique, visuel, qui tient au fait qu'elle a vu son oncle, l'oncle, sur la cousine. Alors il y a une subtilité là-dedans que j'évoque pas généralement, mais que là j'évoque parce que finalement elle m'apparaît comme très importante. Je vais vous l'évoquer. Donc Freud lui dit, alors Freud, à ce moment-là, il a une théorie, Freud. À ce moment-là, il a une théorie qu'il appelle la neurotica. Il l'appelle comme ça, sa théorie. Alors, ce qui est étrange avec la neurotica de Freud, c'est une théorie sur le trauma, c'est que lui, il l'a abandonnée, cette théorie. En 1897, il a abandonné cette théorie. Il a écrit une lettre à son ami Fliss, qui était un chirurgien ORL, un peu cinglé, mais enfin, c'était son copain à Freud. Et donc, il lui a dit, écoute, mon cher Fliss, mon cher Wilhelm, il s'appelait Wilhelm Fliss,
il faut que je te dise un grand secret qui m'attriste beaucoup, j'abandonne ma neurotica. Parce que ça ne marche pas. Voilà, il dit ça carrément. Parce que ça ne fonctionne pas, les patients ne vont pas mieux et ils s'en vont et puis ça ne fonctionne pas. Mais ce qui est étrange, c'est qu'il y a encore beaucoup de gens qui travaillent avec cette théorie-là maintenant, actuellement. Finalement, c'est une théorie très actualisée, ultra moderne, on pourrait dire maintenant, cette théorie de Freud, que Freud lui-même avait abandonnée. C'est ça, c'est un peu une curiosité quand même. Hein. Et beaucoup de gens travaillent encore avec ce système de la neurotica et du trauma primitif. Mais chez Freud, c'était un peu plus compliqué que ça. Parce que Freud disait, quand quelqu'un de jeune avoue, entre guillemets, avoir vu quelque chose ou avoir subi un traumatisme, quel qu'il soit, d'avoir été agressé sexuellement ou d'avoir vu une scène sexuelle dans la petite enfance, eh bien, c'est que certainement, encore avant, dans la plus petite enfance encore, il y a eu un autre trauma plus important, mais dont l'enfant ne peut pas parler. Donc, pour Freud, avant ce deuxième trauma-là, il y en a un premier, qui est un trauma, si vous voulez, refoulé. Un premier refoulé. Et pour lui, pour Freud, c'est sans nuance. Hein. Il dit, il y a toujours un trauma refoulé derrière la première expression d'un deuxième trauma. Et donc, il considère que chez Katharina, ce qu'elle lui raconte comme deuxième trauma, eh bien, c'est un écran de fumée devant le premier dont elle ne parle pas. Et comme Freud, il a sa théorie bien en tête, il se dit, oh là, elle me raconte ça, c'est sans doute vrai. Il est tout à fait possible qu'elle ait vu son oncle et sa cousine l'un sur l'autre. On ne peut pas exclure ça. Il l'exclut pas du tout d'ailleurs. Mais c'est qu'elle a vu ou subi autre chose de beaucoup plus intense et dont elle ne peut pas parler. Donc, il insiste auprès d'elle. Mademoiselle, vous savez, c'est bien que vous ayez réussi à me dire ça, mais je vous encourage à m'en dire un peu plus. Avez-vous d'autres images qui vous reviennent, d'autres idées, d'autres visages aussi qui vous reviennent, des visages éventuellement horribles, des scènes très pénibles qui pourraient vous revenir si vous y réfléchissez bien. Alors, dans un premier temps, elle dit non, je vois pas. C'est pas facile pour elle, hein. C'est pas évident hein, d'accoucher de vieilles choses comme ça, très fortement refoulées. Parce que le refoulement, quelquefois, c'est très violent, très fort, hein, un refoulement. Et puis, au bout d'un certain temps, Freud étant très habile hein, pour ce genre de choses, hein, il était extrêmement habile, Freud, hein, il réussit à lui faire dire quelque chose de très. Et le premier trauma advient. Elle lui dit, difficilement, hein, c'est difficile pour elle, il faut que je vous dise, mon oncle m'a agressé. Je ne sais pas ce qu'il me voulait. Mais c'est ça qui est très important. Mon oncle m'a agressé, agression par l'oncle. Et l'oncle a eu tout un tas de comportements manifestement sexuels à son endroit, à elle, qu'elle ne comprenait pas, qu'elle n'a pas compris. Mais elle en a ressenti toute l'agression, si vous voulez, toute la charge agressive. Ça, elle l'a pas loupé. La charge agressive, ultra traumatisante de cette action de l'oncle, sans la comprendre, cette action vraiment. Sans la comprendre parce qu'elle était trop jeune. Et c'est là qu'est la subtilité que je voulais vous dire. C'est pas fini, hein, mais je vais. Alors, le fait qu'il y ait ces traumas-là, si vous voulez, eh ben, qu'est-ce que ça fait? Ça crée des symptômes, voilà. Et des traumas refoulés, les traumas refoulés, non parlés, non dits, créent des symptômes chez les enfants. Moi qui suis spécialiste de la neuropsychiatrie de l'enfant, je peux vous dire que j'en vois beaucoup des enfants qui ont des traumas comme de ce genre-là. Pas forcément des traumas sexuels d'ailleurs, hein, mais souvent des traumas sexuels d'ailleurs, assez souvent quand même. Hein. C'est-à-dire que la théorie de Freud, on peut pas l'éteindre comme ça. Hein. Elle est très vivace, hein, cette théorie. Et donc tous les symptômes de Katharina, eh ben, ils sont reliés forcément, beaucoup plus au trauma initial qu'au second trauma, que la deuxième vision désagréable de l'oncle sur la cousine. Et si vous voulez, pourquoi est-ce que c'est grave ce trauma-là? Il est grave pour moult raisons qu'il est facile de comprendre.
Mais il y en a une particulière et subtile, c'est que un enfant préadolescent, il ne peut pas interpréter ça. Il ne peut pas interpréter ce qui lui arrive. Interprétation impossible. C'est ça la grosse difficulté. C'est ça qu'il faut que vous reteniez. C'est que l'enfant ne peut pas interpréter. Il ne peut pas comprendre ce qui lui est arrivé. Il ne peut pas l'énoncer en disant il m'est arrivé ceci, j'étais agressé sexuellement, etc. Non. Il ne peut pas connoter sous la notion de sexualité ce qui lui est advenu. Il ne peut pas. Elle ne peut pas. Là. Et donc ça, le fait de ne pas pouvoir interpréter, de ne pas pouvoir donner de sens, parce que c'est ça le problème, hein, c'est qu'il s'est passé quelque chose de grave auquel elle ne peut pas donner un sens. Elle n'arrive pas à donner un sens. Parce qu'elle ne sait pas ce que cet oncle, elle sait que cet oncle lui a voulu du mal. Ça, elle a bien ressenti, évidemment. Qu'il l'a agressé, qu'il a voulu du mal. Ce qu'il faisait, c'était pas bien. Elle le dit d'ailleurs. Ce qu'il voulait, c'était pas bien. C'était pas bien. Elle dit ça comme ça. Hein. Mais elle ne peut pas, le sens de ça, elle ne l'a pas. Et donc, quand vous avez quelque chose qui reste sans sens ou sans signification, un acte qui vous concerne, qui reste sans signification, eh ben, c'est générateur d'angoisse. C'est générateur d'angoisse, mais plus, hein. Ça, c'est très important, vous voyez. C'est assez simple, finalement, hein, cette théorie freudienne, mais elle est plus subtile qu'on ne le pense, parce que il y a un signifiant, là. Un signifiant, c'est un symbole qui n'a pas de signification. Eh bien, chez cet enfant Caterina, il y avait un signifiant qui est « on m'a fait du mal, mais je ne sais pas quel mal on m'a fait ». Je ne sais pas quel mal le mal m'a fait. Hein, on pourrait dire ça. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Qu'est-ce qu'il me voulait? Je n'en sais rien. Et ça, c'est... Du coup, si vous voulez, comme il y a un vide de sens, comme il y a un vide de signification, l'enfant va essayer de remplir cette signification par quelque chose. Et donc, il va élaborer des théories autour de ça, qui seront toutes fausses, mais toutes très anxiogènes, très angoissantes. Et donc, l'enfant va aller mal vis-à-vis de ça. Donc, c'est pour ça qu'il est extrêmement important de faire en sorte que l'enfant puisse verbaliser ce qui lui est arrivé avec quelqu'un qui peut l'entendre. Alors, par rapport au désir, justement, parce que c'est là la question, aussi, par rapport au désir, eh bien, si l'enfant ne peut pas donner de sens ou de signification à l'agression première, celle qui est totalement refoulée, eh bien, il va quoi? Il va désirer savoir. Désir de savoir. Désir de savoir le sens de ce qui lui est arrivé. Et donc, comme elle a du mal, si vous voulez, à en trouver ce sens, eh bien, elle va élaborer à la place des fantasmes. Elle va élaborer en lieu et place de ce manque de savoir, de ce manque de connaissance sur l'acte lui-même qui l'a agressé, oui, eh bien, elle va mettre à la place des bouchons, si je puis dire, qui sont les fantasmes. Des espèces d'écrans fantasmatiques qui vont lui permettre de ne pas voir l'horreur de ce qu'elle raconte et de ce qu'elle énonce sans comprendre ce que c'est. Voilà. Et en fait, dans cette observation, on a su plus tard, historiquement, dans la vérité des vérités, que cette jeune fille était en fait, c'était pas son oncle, effectivement, ni sa tante qui tenait l'hôtel, c'était ses parents. Et que l'agresseur, c'était pas son oncle, c'était son père. C'est son père qui avait agressé la cousine, et c'est son père qui l'avait agressée sexuellement, elle aussi, son père. Donc à l'origine de ça, c'était le père, ce qui évidemment est d'une gravité extrême. Bien entendu, une gravité extrême. Et on peut imaginer aisément que cette jeune fille, cet enfant même, ne puisse pas accéder au sens, si vous voulez, d'un acte tellement étrange de la part de son père. C'est quelque chose d'impossible à assimiler, inassimilable, totalement inassimilable pour elle. Et donc, générateur d'angoisse et de fantasmes, et de symptômes tels qu'elle les énonce à Freud
sur le fait d'être oppressé, d'avoir de faire des cauchemars, d'être triste, d'être très angoissé, etc. Voilà. Donc je vous ai rappelé ça parce que, si vous voulez, cette espèce d'observation, cette petite observation de Freud qui est très intéressante, lisez-la si vous avez le temps dans l'étude sur l'hystérie, parce qu'elle est vraiment agréable à lire en plus, même si c'est dur un petit peu, même beaucoup. C'est très bien écrit, et puis Freud raconte ça avec une certaine candeur, une certaine fraîcheur, et puis il l'aide vraiment, cette jeune fille, il l'aide vraiment. Hein. Après, il la revoit plusieurs fois dans la montagne. Il fait pas une psychanalyse, c'est pas ça, mais il lui fait une thérapie dans la montagne, comme ça, comme il peut, hein, comme il peut, sur pas mal de séances, si je puis dire, dans les chemins de montagne, pour l'aider à aller mieux. Voilà. Et il est dit qu'après, elle allait mieux, après que Freud ait pu lui dire certaines choses et ait pu lui parler de ce premier trauma refoulé, et que Freud ait pu mettre des mots, du sens sur ce premier trauma, ce qu'elle ne pouvait pas faire. Voilà, c'est ça. Elle ne pouvait pas interpréter. Vous savez, vous-même, quand on est adulte, quand on est face à quelque chose qu'on ne peut pas interpréter, à quoi on ne peut pas donner sens, et qui vous arrive dans la figure, on n'est pas bien. On n'est pas bien. Ça peut arriver à n'importe quel adulte aussi. C'est pas qu'une affaire d'enfant. Hein. Si il vous arrive quelque chose de traumatisant et vous ne savez pas ce que c'est, vous allez être d'autant plus angoissé parce que vous ne savez pas de quoi il s'agit. Hein. Vraiment. Donc, voilà. Je vous ai rappelé ça parce que c'est une petite observation quand même intéressante et que vous pouvez lire. Elle n'est pas très longue. Elle n'est pas très très longue, cette observation. Hein. Très facile à lire, très bien écrite. Comme tout ce qu'écrivait Freud, d'ailleurs, parce que Freud écrivait très bien. Donc, il dit la chose première, la chose freudienne, c'est le désir. Bah oui, parce que dans l'étude sur l'hystérie, finalement, de quoi il parle, Freud, chez toutes ces femmes qu'il a psychanalysées, parce que ce sont que des jeunes femmes, hein, eh bien, c'est le désir. C'est la question du désir, hein, de ces jeunes femmes. Que veulent-elles? Que veulent-elles? Alors, là, il y a une différence entre Freud et Lacan dans ce vouloir de ces jeunes femmes-là. Pour Freud, elles veulent se débarrasser de leurs symptômes, ce qui est déjà tout à fait noble et normal, et aller mieux. Pour Lacan, c'est différent. Lacan a une relecture de ces observations et il dit c'est pas vraiment ça qu'elle cherchait. Elle posait des questions sur le fait d'être femme. Qu'est-ce que c'est qu'être femme? Qu'est-ce que c'est que la féminité? C'était ça leur vraie question. Et donc, là-dessus, Freud ne leur répondait pas. Voilà. C'est une critique de Freud qu'il faisait, Lacan. Il disait, la vraie question, notamment de Dora, tout le monde connaît le cas de Dora. Hein. Dora, Freud l'a eu en analyse pas très longtemps parce que ça ne marchait pas du tout. Ça marchait pas du tout. Hein. Dora était allongée, puis Freud lui disait alors racontez-moi vos symptômes, etc. Et puis au bout d'un certain nombre de séances, pas beaucoup d'ailleurs, au bout de 4-5 séances, elle a dit mais vous comprenez rien à ce que je vous raconte, monsieur Freud? Vous comprenez rien? Mais si, je comprends très bien, vous êtes amoureuse de monsieur un tel. Mais non, pas du tout, non, pas du tout, c'est pas ça, vous n'avez rien compris. C'est pas ça du tout, je suis pas amoureuse de ce monsieur, pas du tout. Et puis ça l'énervait un peu, Freud, parce que il pouvait pas imaginer que Dora puisse être amoureuse de quelqu'un d'autre que d'un homme. Ça lui paraissait pas possible, à Freud. Donc, alors, à la fin, même, il était tellement démuni, quoi, qu'il lui a dit, mais c'est peut-être de moi, finalement, que vous êtes amoureuse. Il dit, mais non. Où vous allez, mon pauvre monsieur? Donc, elle est partie. Elle s'est barrée. Et puis, voilà, ça s'est terminé comme ça. Longtemps après, alors, parce que le cas de Dora est devenu très, très célèbre, hein. Elle s'est exilée à New York, sous la pression des nazis, elle est partie à New York s'établir. Elle a su longtemps après qu'elle était le cas Dora. De son vivant, elle l'a su, parce qu'il était paru. Elle a appris ça, elle en a conçu une fierté, mais alors là, totale. Hein. Fierté d'avoir été le cas Dora, même si ça avait été que 4-5 séances, ça fait rien. Elle était, alors là, elle le racontait à tout le monde, vous vous rendez compte, je suis le cas Dora de Freud. Oh là là là. Et puis elle est morte d'une occlusion intestinale. Bon, c'est moins bien. Enfin bon, on fait ce qu'on peut pour mourir. Donc voilà. Cadora, pour dire ça que voilà, et que donc pour dire que voilà, chez Freud et chez Lacan, c'était pas tout à fait pareil parce que Lacan il disait bah oui mais Freud il a oublié de lui poser la question de la féminité, qu'est-ce que c'est qu'une femme? Parce qu'en fait, Dora était homosexuelle,
Et ce qu'elle aimait, c'était une femme. Et ça, pour Freud, c'était pas envisageable. Bon, il n'est pas envisageable. Pourtant, il a écrit beaucoup de choses sur l'homosexualité, Freud, et des choses intelligentes, hein. Mais ça, pour lui, c'était pas... Enfin, il voyait pas ça tout de suite, quoi. Ça lui venait pas à l'esprit tout de suite. C'était pas évident, quoi. Alors qu'elle était amoureuse d'une amie de ses parents. D'une amie de ses parents, quelqu'un de plus âgé qu'elle, quoi. Dora. Mais ça, elle ne l'a pas dit à Freud. Pourtant, elle lui avait donné beaucoup de pistes, hein, parce qu'elle lui avait parlé. Cette dame qui s'appelait Madame K, qu'on l'appelle Madame K dans l'observation. Cette observation-là, Dora, elle est dans les 5 psychanalyses, hein. Elle n'est pas dans l'étude sur l'hystérie. Elle est dans un bouquin qui s'appelle Les 5 psychanalyses. C'est pas le même bouquin. Oh, ne l'achetez pas parce que c'est un bouquin qui est assez cher et puis il n'est pas tellement intéressant. Enfin, moi, je trouve, mon point de vue, hein. Parce que là, les observations de Freud ont été travaillées, retravaillées 1000 fois sur le métier, on a remis l'ouvrage, et finalement, elles sont un peu faisandées quand même. Je dis pas qu'elles sont inintéressantes, hein, elles sont très très longues, et puis un peu faisandées. Y compris le cas de Dora, d'ailleurs, hein. Parce que c'est devenu un cas tellement célèbre qu'il y a eu des remaniements, ça vaut pas Katharina. Katharina, c'est pas retravaillé, précisément. Donc, alors, il dit ceci, dans le début du chapitre, chez Freud, le désir se présente comme opposé au principe de réalité. Le désir se présente comme le tourment de l'homme. Donc, ça veut dire ceci, pour simplifier. Le principe de réalité, c'est quoi? Principe de réalité. J'écris en abrégé. C'est quoi? C'est le fait que le sujet est en regard de ce qu'on appelle la réalité. C'est déjà compliqué à définir. Ce que c'est que la réalité? Et vous verrez qu'avec Lacan, c'est pas simple du tout. Et donc, cette confrontation-là, elle est difficile, elle est compliquée, elle est faite de compromis. Et elle est faite de souffrance aussi, de souffrance. Et elle est faite de contournement. Le principe de réalité, il est fait de tout ça. Il est fait de tout ça. Ce principe de réalité. Et donc, le sujet désirant, si vous voulez, le sujet qui désire, eh bien, il est obligé de faire en sorte que son désir eh bien, vienne se cogner à la question de la réalité, évidemment. Hein, on peut pas envisager les choses autrement. Ça vient nécessairement se cogner à la notion de réalité, ce qui rend évidemment le désir éminemment complexe. Le désir devient complexe et pas forcément réalisable, pas forcément aboutissable. Là est toute la question, si vous voulez. Est-ce que le désir aboutit ou est-ce qu'il n'aboutit pas? Alors pour Lacan, c'est pas compliqué, il n'aboutit jamais. Pour Lacan. Pour Freud, si, il aboutit, mais non sans problème. Pour Freud, oui, d'accord. Pour Freud, ok. Mais avec des compromis. Dû à la perception de la réalité. Qu'est-ce que c'est que la réalité? Et comment on s'en débrouille, si vous voulez, cette réalité-là. Et donc, pour Lacan, c'est jamais. Pourquoi? Parce que Lacan, il dit, ce sont les philosophes grecs qui nous ont fait croire que le désir était toujours satisfait. C'est ce qu'on appelle l'hédonisme. Vous savez, vous connaissez ce mot-là? Hédonisme. La philosophie grecque, beaucoup de philosophes grecs, notamment Platon dans le Banquet, par exemple, hein, ont des visées, des conceptualisations et tout à fait hédonistes. Hein. Le Banquet, vous savez, c'est une réunion d'hommes, hein, il y a un peu de tout, il y a des poètes, il y a des guerriers, il y a des philosophes, il y a Socrate qui est même là, etc. Et donc, ils sont tous obligés de donner leur définition de l'amour, une définition de l'amour. Et pour eux, il n'y a pas de souci, l'amour apporte toujours une satisfaction, sans détour. Hein, voilà. Alors, ils ont parfois du mal à donner leur définition de l'amour. C'est pas qu'ils y arrivent facilement, c'est pas ça. Mais c'est qu'au bout du compte, l'amour est quelque chose de toujours satisfaisant, de toujours plein,
Et donc, c'est parfaitement hédoniste, si vous voulez. Hein. Alors que pour Lacan, ça n'aboutit jamais, parce qu'il dit, on confond souvent la satisfaction du désir avec la satisfaction d'un bien, ou des biens avec un S. La possession d'un bien, la possession de l'amour, par exemple, ce qui n'existe pas d'ailleurs, mais enfin bon, si on croit avoir quelqu'un, avoir, le tenir, par exemple, quelqu'un, eh bien c'est quand même un peu un leurre, même si ça peut être heureux, et même pendant longtemps, éventuellement, un lien amoureux, ce n'est pas quelque chose que l'on tient de manière définitive, et de manière pleinement, si vous voulez. Ça ne fonctionne pas. Et donc Lacan dit, on confond la satisfaction du désir par la satisfaction du bien, alors qu'il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de ça. Et il a une phrase qui est assez étonnante, je crois que c'est dans les séminaires Les Psychoses. Il dit, on dit de l'homme qui a, je crois que c'est quelque chose comme ça, on dit de l'homme qui arrive, soi-disant, à la satisfaction de ses vœux, qu'il est pleinement heureux, alors qu'il se rend compte que c'est précisément cela dont il ne voulait pas. Vous voyez, cette phrase un peu étrange de Lacan. Hein, on dit d'un homme qui arrive, soi-disant, à la satisfaction de ses vœux, qu'il s'aperçoit finalement que c'est cela dont il ne voulait pas. C'est-à-dire que quand il a l'objet qu'il a tellement désiré, quand il a l'objet qu'il a tellement désiré, eh bien, il s'aperçoit que c'est exactement ce dont il ne voulait pas. Voilà ce que dit Lacan. Hein. Chez Lacan, les choses sont toujours quand même extrêmement contrastées comme ça, hein, vous voyez, un peu violentes, un peu contrastées, mais souvent tellement vraies. Hein. Tout le monde sait ça. Hein. C'est que quand on aboutit au terme d'un certain chemin au fait d'acquérir quelque chose qu'on a souhaité, on s'aperçoit que ça ne nous donne pas le bonheur. Ça ne nous donne pas la satisfaction pleine et entière dont on aurait pensé qu'elle aurait pu advenir. Hein. Et donc, d'où la désolation de cet homme qui se dit, ce n'est pas ça dont je voulais. Ce n'est pas du tout ça dont je voulais. Donc, du coup, il y a une espèce de désespoir là, parce que, si vous voulez, si pour Lacan, le fait de désirer, ça aboutit à quoi? On pourrait aller jusqu'au bout en disant à rien. À rien. C'est quand même embêtant et triste. Donc, qu'est-ce que c'est que le rien pour Lacan? En fait, le rien, c'est quelque chose. Donc, il y a plus grave que ça chez Lacan. Ça aboutit à ce qu'il appelle le réel. Je vais vous dire ce que c'est que le réel. Je l'ai déjà dit 1000 fois, mais je vais vous le répéter pour ceux qui l'ont plus en tête. Parce que le réel lacanien, ce n'est pas la réalité. Faire attention à ça. Hein. Lacan parle souvent de l'imaginaire, du symbolique et du réel. Et le réel, ce n'est pas la réalité du tout. Ce n'est pas ça du tout. Le réel, c'est tout ce qui n'est pas nommé. Réel, chez Lacan, égale ce qui n'est pas nommé. Ce qui n'est pas nommé. Je vous l'ai dit dans ce même séminaire, lors des séances précédentes, à plusieurs reprises, que quand nous arrivons sur Terre, nous pouvons agripper quelques signifiants, quelques symboles, quelques sens, mais évidemment pas tous. Pas tous, c'est impossible. Vous n'avez pas la prétention que vous détiendrez toute la symbolique humaine. C'est totalement impossible. Ça, c'est même pas lacanien, c'est une évidence, quoi. Hein. Et donc, tout le reste, c'est-à-dire quelque chose d'infini, de totalement infini, c'est le réel. Tout ce qui n'est pas nommé, que nous ne pouvons pas nommer, c'est le réel. Tout ce que vous ne savez pas, c'est le réel lacanien. C'est le réel lacanien. Et donc, ce rien ici, c'est le réel. Et si le désir aboutit au réel, si le désir se heurte au réel, parce que c'est ça, il se cogne au réel. Lacan disait toujours, le réel est toujours là à nos pieds. Hein. Le réel est toujours là à nos pieds. On se cogne dedans. On se cogne dedans immanquablement. Si vous cognez dans le réel, eh bien, vous n'y comprenez plus rien. Et donc, vous êtes quoi? Vous êtes angoissé. Là aussi. Comme Katharina. Hein. Vous êtes angoissé. C'est important, cette question d'angoisse, parce que
Si vous le saviez, dans ma patientèle, le nombre de gens qui viennent me voir parce qu'ils sont angoissés, enfants et adultes. Moi, je vois beaucoup plus d'enfants, mais je vois aussi quelques adultes quand même. Et les adultes angoissés, il faut se poser la question de pourquoi ils sont angoissés. Hein. Et c'est pas seulement en leur demandant du factuel. C'est pas toujours en leur demandant, oui, alors qu'est-ce que vous avez vécu hier, avant-hier, avant-avant-hier. On va trouver là-dedans les raisons de votre angoisse. Pas, ah bah non, pas toujours, la plupart du temps, non. Hein. C'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que ça ramène à la question lacanienne du fait de se heurter au réel. Hein. Il y a des gens qui se heurtent au réel. On se heurte tous au réel tout le temps. Hein. Vous n'avez qu'à vous poser la question de la mort, par exemple. Hein. Posez-vous la question de votre propre disparition. Si vous vous la posez, ben vous avez du mal à trouver une réponse à ça. Moi, j'en ai pas. Personnellement, je n'ai pas de réponse. Je n'ai aucune réponse à vous proposer concernant la disparition. J'en ai pas. Et donc là, le réel, il est là. Le réel, la mort est du côté du réel. Hein. Elle est ininterprétable. Elle est ininterprétable. Hein. On ne peut pas lui donner de sens particulier, sauf si l'on est religieux. On a tout à fait le droit d'être religieux, d'avoir la foi, de croire en quelque chose, etc. Et là, on a remplacé, si vous voulez, le réel par quelque chose d'autre. Par une sorte de totem qui peut être religieux, telle ou telle religion, peu importe, que ce soit bouddhisme, chrétienté, islamisme, peu importe. En tout cas, ce réel-là, il nous pose de gros problèmes, et notamment la question de notre finitude, Et c'est un problème qui se pose énormément aux enfants. Hein. Les enfants, dans leurs angoisses, quand on dit qu'ils ont des angoisses édipiennes, par exemple, hein, ce n'est pas tellement qu'ils se demandent s'ils vont coucher avec leur papa ou coucher avec leur maman, ou bien avoir un enfant avec leur papa si c'est une fille, ou avec leur maman si c'est un garçon, etc. C'est pas tellement ça la question que se pose les enfants. Ça, c'est la théorie, on dit toujours ça dans la théorie, on apprend ça à l'université, mais dans la réalité des soins, c'est pas ça. Hein. C'est pas ça la question que se posent les enfants. C'est la question de leur immortalité d'abord, éventuellement de leur immortalité. Parce que l'enfant petit, jusqu'à l'âge édipien, il se voit vivre tout le temps. Il est immortel. Et donc, amener la question de la fin, FIN, eh bien, c'est important avec les enfants. Évidemment, avec tact. Pas avec brutalité, évidemment, avec tact. Parce que si l'enfant n'intègre pas la notion de sa fin, il va rien comprendre à l'existence. Il va être mal. Hein. Surtout qu'il voit qu'autour de lui, il y a ses grands-mères, ses grands-pères qui disparaissent, ses arrière-grands-parents encore plus, et puis quelquefois d'autres personnes dans la famille qui sont malades, etc., qui s'en vont. Et voilà. Et donc, l'enfant se demande. Alors, le problème, c'est que très souvent, les parents mentent. Ils disent, mais il est parti en voyage. J'ai souvent ce thème-là. Hein. Je leur demande aux parents, mais qu'est-ce que vous lui avez dit sur la disparition d'un oncle, par exemple? Oh, ben, on lui a dit qu'il était parti en voyage. Il est trop petit pour qu'on lui dise qu'il est mort. Oh, ben, je dis que ça pose problème quand même. Hein, parce qu'en voyage, il est pas oui, il est en voyage, c'est vrai, mais bon, c'est un voyage particulier quand même. Hein. Donc, faudrait peut-être ramener les choses un peu à leur réalité, parce que votre enfant, il va aller mal si vous continuez à lui raconter des fadaises, quoi. Hein, qu'il est parti en voyage de noces, je sais pas quoi, n'importe quoi. Hein. Ou même au ciel, parce que au ciel, qu'est-ce que ça veut dire au ciel? L'enfant, il va regarder en l'air comme ça pendant toute la journée, voir s'il voit pas l'oncle ou le grand-père, quoi. Hein. Donc, c'est pas une bonne idée non plus de plaquer cette espèce de sens là, un peu absurde, sur des vérités qui ne sont pas celles-là. Donc, le mieux, c'est quand même de dire les choses, et puis de proposer à l'enfant l'idée, c'est ça l'important, qu'il n'est pas dans la toute-puissance, parce que c'est ça le sens du soin avec les enfants, c'est de lui expliquer qu'il n'est pas tout-puissant, malgré la présence de sa maman, il n'est pas tout-puissant, malgré l'union à sa maman, l'union très forte, symbiotique avec sa mère, il n'est pas dans la toute-puissance, il ne peut pas tout avoir, et il ne peut pas tout faire. Ça, c'est la première chose à faire avec les enfants, c'est le premier soin que l'on fait, que je fais personnellement, c'est ça. Je leur explique pas des choses compliquées sur l'Édipe et tout ça. Non, non, je leur dis, tu sais, tu peux pas avoir tout ce que tu veux, et tu peux pas être non plus tout ce que tu veux. Pas seulement avoir, c'est avoir et être. Hein. Tu peux pas être tout ce que tu veux, et tu peux pas avoir tout ce que tu veux, c'est impossible. Et puis, tu sais, il y a ton chat qui est mort, ton chien est mort. Ben, les hommes et les femmes, ils meurent aussi un jour. Toi, ce sera dans très longtemps, mais ça t'arrivera aussi. Voilà, il faut que tu saches ça. Et finalement, quand vous avez ce type de discours avec les enfants, ben, ils vont beaucoup mieux. Ils vont beaucoup mieux. Parce que les parents se terrorisaient. Ils se disent, oh là là, vous croyez que c'est bien de lui dire ça? Ça va lui faire peur.
Non, non, pas du tout. Les enfants sont rassurés, parce qu'un discours de vérité, les enfants, ça les rassure énormément. Et ça donne du coup un sens, ça donne du coup une signification au fait de ne pas tout comprendre, de ne pas tout avoir, de ne pas être tout être non plus, ou être un être de totalité, si vous voulez, un être complet. Parce que c'est ça, l'enfant. L'enfant avec sa maman, l'enfant petit avec sa maman, il se voit comme un être complet, complet, dans la complétude, et ne manquant de rien, ne manquant de rien. Donc évidemment, il y a un peu un risque quand même, si ça se prolonge éternellement, cette façon de voir les choses. C'est pas vraiment des digressions par rapport au texte, hein, c'est pour éclairer un peu le texte, parce qu'il est compliqué ce texte, et j'aime autant l'aborder comme ça, par des choses un peu cliniques qui se rapportent un peu à ma pratique aussi, sur la question du sens, du réel, des fantasmes, la place du fantasme, etc. C'est quand même très important. Et donc, alors, qu'est-ce qu'il dit Oui, il dit, dans la pensée philosophique, la recherche du plaisir est hédoniste. Bah oui, bah c'est ce que je viens de vous dire. Hein. Voilà. Et Lacan, il dit cette phrase, et Lacan, il avait une manière de dire les choses qui était quand même assez belle. Hein. Il dit, c'est exactement ce que je vous ai dit, mais c'est une forme beaucoup plus belle. Il n'y a pas d'accord préformé entre le désir du sujet et le champ du monde, le champ, C-H-A-M-P. Il n'y a pas d'accord entre le désir et le champ du monde. C'est une belle phrase, hein, et qui résume bien le fait que dans le champ du monde qui s'offre à nous, il n'y a pas les objets de notre satisfaction complète. Ils ne sont pas là. Il faut s'y résoudre. Et ça s'appelle comment ça? En psychanalyse, ça s'appelle comment? Ça s'appelle la castration. Voilà, il en parle, Lacan, de la castration dans ce chapitre. Hein. Ça s'appelle la castration. Ne pas être pleinement satisfait, ou plutôt, c'est pas tellement ça, c'est plutôt renoncer à la satisfaction pleine et entière dans l'existence, c'est la castration, c'est accepter la castration, c'est accepter que nous ne sommes pas complets. Voilà, nous ne sommes pas complets, et nous ne pouvons pas être complétés par qui que ce soit. C'est pour ça qu'il disait d'ailleurs que dans l'union amoureuse, dans le mariage, etc., ça ne fait pas un. Il écrivait ça. L'union amoureuse ne fait pas un. Ne fait pas un avec un U majuscule. Ben non, ça fait pas un. Parce que on peut être heureux en mariage et puis en couple, etc. Bien entendu, c'est pas ça la question. Mais est-ce que ça va former une unité parfaite qui va nous combler pour le restant de nos jours? Ben non. 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 Alors, oui, c'est ça. Alors, il dit le principe de plaisir et le principe de réalité ne se composent avec le désir que chez certains auteurs qui le pensent parce qu'ils accordent le sujet avec le champ du monde. Ben, c'est exactement ce que je viens de vous dire, c'est la phrase de Lacan. Hein. C'est ça, voilà. Hein. C'est page 526 de votre bouquin en poche, ça. Hein. Ces petites phrases-là. Page 526 si vous voulez les relire, parce que c'est pas toujours évident. Hein. Donc, il parle du principe du plaisir. Alors, ça, je viens de vous dire un mot du principe de réalité. Maintenant, on peut dire un tout petit mot du principe de plaisir. Un tout petit mot seulement, parce que c'est une notion aussi très complexe en termes psychanalytiques, mais on n'est pas obligé de s'y enfourner. Voilà. Principe de plaisir. Alors, chez Freud et chez Lacan, c'est pas pareil. Enfin, c'est pas pareil. Ça peut s'en rapprocher un peu, mais c'est quand même pas pareil. Chez Freud, c'est une recherche de l'homéostasie, si vous voulez. Homéostasie, c'est-à-dire une espèce de soudure au monde satisfaisante, quoi. Un accord avec le monde satisfaisant, avec le monde environnant, qui vous satisfasse à peu près. L'homéostasie. C'est un terme médical, homéostase. Hein, homéostase. Et donc, mais en même temps, Freud, il dit ça, mais en même temps, il a un certain pessimisme, parce qu'il dit, finalement, le principe du plaisir, c'est de vouloir revenir à l'image première, à régression, vers l'image première, qui est celle de la mer. La mer comblante. Il dit, ce serait ça le principe de plaisir. La tendance du principe de plaisir, sa direction, ça serait de régresser
vers une image primitive, une image première, qui serait celle de la mère, qui nous comble et qui nous rend, nous, qui nous façonne comme objet complet, grâce à elle, hein, comme objet phallique, aurait dit Lacan. Et donc, chez Lacan, alors oui, Freud disait ça, mais en même temps, il disait cette régression-là, cette régression, elle est tellement forte qu'elle pourrait aller, si vous voulez, jusqu'à la mort. Parce que supposez que on ne trouve pas cet objet primitif, on ne retrouve pas cet objet primitif qui est la mère, eh bien, on pourrait aller vers quelque chose qui serait la fin de nous-mêmes, du fait de cette carence, si vous voulez, structurelle, terminale, hein, au sens fort du terme, eh bien, ça pourrait nous amener jusqu'à la mort, jusqu'à une espèce de repos, si vous voulez, de repos complet, repos éternel, repos complet. Et qu'est-ce que le repos complet et total? Eh bien, c'est la mort. Et Lacan le disait aussi à sa façon. Il disait, le principe de plaisir, ce n'est pas un retour à l'objet initial, à l'objet primitif qui serait la mère, ou à un autre objet. Ça peut être une nourrice aussi, ça peut être une institution si l'enfant n'a pas eu de parents, si vous voulez, hein, ou une identification à un autre adulte, peu importe. Lacan dit, finalement, ce principe de plaisir-là, effectivement, il amène à ceci que on recherche tellement à se reposer, on recherche tellement à le repos, la paix, si vous voulez, la paix, ou bien, si vous voulez, le paisible. Je multiplie les mots exprès, le paisible, le serein, l'irénéen. Vous connaissez ce mot-là, irénéen, hein? Irénéen, c'est un adjectif un peu sophistiqué qu'on emploie pour dire quelqu'un qui est vraiment dans une espèce de béatitude, de contentement total, quoi, hein, voilà. Ça va bien, quoi, hein. Bénèse, hein. Irénéen, c'est hyper bénèse, hein. Supra-bénèse, quoi, hein. Donc, irénéen, ça s'écrit comme ça, hein. Je crois qu'il n'y a pas de deux R, il y a qu'un seul R. Irénéen. Irénéen. Et donc, tellement, et il dit un peu la même chose que Freud, c'est que ce repos, on le rechercherait à un tel point, ce repos, que finalement, on se reposerait définitivement, et ce serait aussi la mort. Ce serait la mort. Voilà. Et c'est ça qu'on appelle la pulsion de mort, hein. On parle de ça, on parle souvent de la pulsion de mort, alors on dit, oh, c'est une notion trop compliquée, on la comprend pas, etc. Mais c'est pas compliqué, vous l'expliquez comme ça, c'est bon, hein. Comme ça, c'est tout à fait rigoureux. Comme ça, c'est tout à fait rigoureux. La recherche d'un repos, d'un monde paisible où vous ne seriez plus tourmenté du tout, vous n'auriez plus aucun tourment, ben, ça s'appelle la mort. Et c'est la pulsion de mort, et nous l'avons tous en nous, cette pulsion de mort. C'est-à-dire que nous avons tous ce souhait-là. Et il y a une phrase admirable de Lacan que j'ai déjà écrite, pas cette année, je crois pas, mais j'ai déjà écrite au tableau, une phrase vraiment admirable de Lacan dans un de ses séminaires, qu'il a dite comme ça tout d'un coup. Il sortait des trucs invraisemblables parfois, Lacan, hein. Et par rapport à cette pulsion-là, justement, par rapport à la pulsion de mort, il avait dit ceci textuellement. La vie, je vous l'écris, hein, la vie ne songe qu'à se reposer le plus possible et il rajoutait, la vie ne songe qu'à mourir. Et je mets J. Lacan, parce que ça, c'est quand même une phrase assez somptueuse, hein. Elle pourrait être exposée comme chef-d'œuvre au Louvre, hein, une phrase comme ça. On pourrait la mettre dans un cadre et puis l'exposer au Louvre sans problème. Ça vaut toutes les œuvres du monde, hein, une phrase comme ça. La vie ne songe qu'à se reposer le plus possible, la vie ne songe qu'à mourir. Ben oui, c'est vrai. En plus, c'est vrai. On peut pas nier ça. On peut pas nier ça, hein. Et c'est la tendance, la pulsion de mort dont je vous ai parlé tout à l'heure,
Eh bien, voilà, Lacan l'a illustré par cette phrase admirable. On ne peut pas dire mieux que ça, quoi. C'est pas possible de dire mieux que ça, plus éclairant que ça, quoi. Hein. C'est pas possible. Hein. Il avait souvent des transcendances comme ça, Lacan. Il sortait des trucs invraisemblables, mais qui avaient une force, une puissance transcendantale exceptionnelle, quoi, hein, qu'on ne retrouve pas chez beaucoup d'auteurs, hein, sincèrement. Hein. En tout cas, pas chez les autres psychanalystes. Hein. Pas chez les autres psychanalystes. Chez Freud, on retrouve des choses parfois comme ça. Mais à part Freud et Lacan, c'est pas du tout. Je la laisse comme ça pour l'instant, tant que j'ai pas besoin du tableau plus. La vie ne change qu'à se reposer le plus possible. La vie ne change qu'à mourir. C'est pas une phrase très gaie d'ailleurs, hein, mais elle est juste, hein, elle est vraie, quoi. C'est une sorte de vérité. C'est une sorte de vérité. Même si Lacan, à propos de la vérité, il avait une autre phrase, il disait « Aucune vérité n'est vraie tout le temps ». Il disait ça, Lacan. Aucune vérité n'est vraie tout le temps. Donc c'est vrai. Donc il faut se méfier des vérités, quoi, aussi. Hein. Il faut se méfier des vérités. Et il disait aussi « Je dis toujours la vérité ». Alors les gens disaient quand même, il est gonflé de dire ça. Et il rajoutait « Mais pas toutes, parce que toutes, on ne peut pas ». Voilà. Ça ramenait les choses à leur juste proportion, quoi, si vous voulez. Donc, ça veut dire l'objectivité, oui, d'accord, bon, ça, le besoin, on a déjà dit pas mal de choses. Oui, alors, il parle de plusieurs personnes, il parle de plusieurs auteurs, de deux auteurs en particulier. Il parle d'un auteur qui s'appelle Glover et d'un auteur qui s'appelle Hartmann. On va pas passer le réveillon sur eux, hein, parce qu'on n'a pas le temps. Hein. Mais bon, on va les citer comme ça, parce que lui, il les cite très longuement dans le chapitre. Hein. Glover, Edward Glover, qui était un chirurgien écossais, alors un peu plus jeune que Freud, hein, né autour des années 1880 par là, et mort dans les années 1970. Et donc il est beaucoup plus contemporain, plus vieux que Lacan, mais plus contemporain de Lacan que de Freud quand même. Parce que Freud est mort en 1938, si je ne m'abuse. Donc il est mort quand même beaucoup, bien avant quand même. Donc Glover, G-L-O-V-E-R, chirurgien, Edward Glover, chirurgien écossais, 1880 quelque chose, 1970 quelque chose, ou des poussières peut-être. Et donc lui, parlant de la réalité et du fantasme surtout, il disait des choses étranges, Glover. C'est pour ça que Lacan le cite. Je vais vous lire ce qu'il raconte, mais vous l'avez lu, c'est dans le chapitre, hein. Si vous l'avez lu, parce que si vous ne l'avez pas lu, évidemment, vous ne pouvez pas savoir. C'est où ça, où il parle des... Si j'arrive pas à retrouver... Ah oui, ça y est, je l'ai. C'est page 529 dans votre bouquin poche, page 529. Il dit, Glover parle de la phase orale anale paranoïde. Il dit ceci, Glover. C'est étrange ce qu'il raconte. Hein. Vraiment, sa phrase, elle est étrange. Hein. Il dit, l'enfant, il parle de l'enfant petit, hein, l'enfant tout petit, l'enfant archaïque, si vous voulez, quoi, hein, qui est dans un monde particulier. Et il décrit ce monde, voilà. Il décrit ce monde en 2 ou 3 phrases très spéciales. L'enfant est dans un monde extérieur qui représente la combinaison d'une boutique de boucher, d'un public lavatory, c'est-à-dire d'un urinoir, sous un bombardement et d'une morgue. Voilà la définition de Glover sur le monde primitif, archaïque du tout petit enfant. Le tout petit enfant, il est tout le temps dans un truc comme ça. Oh, bah dis donc, pas le pied quand même, hein. Un monde extérieur qui présenterait la combinaison d'une boutique de boucher, d'un public lavatory, c'est-à-dire d'un urinoir, sous un bombardement et d'une morgue. Alors, eh ben, il est content, hein, Glover, de trouver ça. Et donc, il dit, bah oui, mais ça c'est bien parce que c'est difficile, d'accord, c'est difficile, mais c'est la première brique. Ce petit monde archaïque là, ce petit monde archaïque, paranoïde,
eh bien, c'est la première brique de la constitution du moi. Première brique de constitution du moi. C'est-à-dire, parce que ça, le chapitre s'appelle le symptôme, le fantasme fondamental. Là, il s'agit d'une activité fantasmatique chez l'enfant, hein, une activité fantasmatique, déstructurée, chaotique, effrayante, etc. Une boutique de boucher, une morgue, un urinoir, un bombardement, enfin un chaos, quoi. Un chaos absolu, un chaos total, extrêmement angoissant. Mais il dit, ça c'est excellent pour le petit enfant, c'est normal, parce que ça va lui permettre de se mettre assez facilement, justement, à l'épreuve de la réalité. Ça va être plus commode pour lui de se mettre à l'épreuve de la réalité. Je vous en dirai pas beaucoup plus sur Glover, mais je vous dis quand même ce que Lacan critique dans cette approche-là. Il dit, c'est bien joli de dire ça, mais enfin, ça supposerait qu'il y ait deux réalités. Une réalité qu'il appelle behavioriste. Vous savez ce que c'est que le behaviorisme, hein? Behavioriste, ça veut dire, c'est l'observation en fait, c'est l'observation du sujet, quoi. Hein. En gros, c'est ça. Hein. Observation du sujet. Et donc, il y aurait une réalité behavioriste où on observerait l'enfant qui vivrait ce monde chaotique et qu'il pourrait traduire dans ses dessins, dans ses rêves, dans son action, etc., dans sa manière de bouger, tout ce que vous voulez. Et puis, voilà, il y aurait cette réalité-là, et puis la réalité behavioriste, la réalité observée, si vous voulez. Il y aurait une réalité observée, et puis il y aurait la réalité tout court, la réalité du monde. La réalité du monde auquel l'enfant va se confronter. La réalité du monde contre laquelle il va se mettre à l'épreuve grâce à cette première brique-là, un peu bizarre, de son archaïsme paranoïde, de ce monde de bombardement chaotique. Et Lacan dit, ben, il peut pas, dans la vie, il n'y a pas deux réalités. Il n'y a pas deux réalités. C'est pas possible, ça fonctionne pas. Donc ça tient pas la route, la théorie de Glover. Donc voilà, j'en ai dit assez sur Glover. Je vais vous dire ce que dit Lacan par rapport à ça. Parce que ce que dit Glover, finalement, ça revient à dire que il y a Glover, si vous voulez, je remets Glover ici, ça veut dire qu'il y a un premier fantasme, un fantasme primitif. Un fantasme primitif qui arrive chez l'enfant, hein, qui éclot chez l'enfant, éclot chez le petit enfant un fantasme primitif, se construit chez le petit enfant un fantasme primitif, celui que je vous ai décrit par cette phrase étonnante, hein, de l'urinoir et du bombardement et puis de la morgue. Un fantasme primitif, et ensuite la constitution du moi, grâce à ça. Et chez Lacan, c'est pas du tout ça. Il dit, non, c'est n'importe quoi ça ne tient pas debout 2 secondes. Pourquoi? Parce que pour Lacan, et c'est là que toute la substance du chapitre est là, hein, c'est que le fantasme, pour Lacan, le fantasme, il est là tout de suite. Dès que le sujet advient au monde, le fantasme est là. Le fantasme est là tout de suite. Il n'y a pas une expérience paranoïde, etc., étrange, affreuse, épouvantable, horrible avant. Non, le fantasme, il est là tout de suite. Alors après, il peut prendre diverses natures, ce fantasme, en termes lacaniens, mais il est là tout de suite. Pourquoi dit-il ça, lui, Lacan? Eh bien, c'est parce qu'il ramène la notion d'autre. Vous vous souvenez, je vous ai expliqué déjà à plusieurs reprises que c'était que l'autre. Hein, vous avez un petit peu la notion quand même de ce que c'est que l'autre. Hein, oui. Je vous le rappelle quand même globalement, c'est que l'autre, c'est l'ensemble des symboles. Donc c'est quelque chose que nous ne pouvons pas appréhender, bien entendu. L'autre, c'est le registre symbolique dans son entier, dans son infinie entièreté, ce qui n'est pas possible. D'ailleurs, c'est absurde ce que je dis là, parce que entier et infini, ça ne va pas ensemble. Donc, c'est une contradiction. Mais en tout cas, simplement dans son infini. Voilà, tout simplement, dans son infini. On ne peut pas l'appréhender, quoi. On ne peut pas l'appréhender. Je vous avais donné son image 1000 fois, l'image que Lacan en prenait. Il disait, l'autre, c'est un peu comme le réel. On ne peut pas en faire une brassée.
On peut pas l'attraper comme ça et en faire une brassée, c'est pas possible parce que c'est infini, et puis on ne le connaît pas. Nous, on a que quelques symboles. Dans notre vie, on a S1, S2, S3, S4, S10 000, S100 000, S1 million peut-être, hein. Mais le reste, on l'a pas. Le reste, c'est grand X, moins phi, plus phi si vous voulez. On l'a pas. On l'a pas. Donc l'autre, on ne l'a pas. Et donc, cet autre que l'on n'a pas, eh bien, c'est à partir de lui, c'est à partir de ce S1, S2, S3, S4 qu'on va élaborer, qu'on va être obligé d'élaborer des fantasmes. Pourquoi? Parce qu'on ne le maîtrise pas. Parce qu'on ne le maîtrise pas. Nous sommes pris dans cette chaîne-là, hein, de S1, S2, S3. Nous sommes, en tant que sujet barré, là, je les barre. Le S barré, il est entre S1, S2, S3, S4, S5, etc. Il est pris dans la chaîne. Et cette chaîne-là, elle est là avant que nous soyons sur Terre. Je l'ai répété aussi 100 000 fois, mais dans la théorie lacanienne, il faut avoir de l'insistance. Il faut insister sur certains concepts parce qu'ils ne sont pas simples. Et le fait d'insister dessus, ça aide à les entendre. Je ne dis pas forcément à les comprendre, mais à les entendre, à les savoir. Hein, et c'est important quand même, hein, à les savoir. Donc, vous n'avez pas accès, à l'entièreté de tous ces symboles, et ça crée un manque qui du coup est du registre de l'inconscient. Et du registre de l'inconscient, forcément. Ça, on peut pas le nier, même si on n'est pas lacanien. On peut pas nier que ce que nous ne savons pas n'est pas notre conscience, et donc inconscient. Ça, c'est imparable. C'est imparable, même si on n'est pas lacanien, hein. Bien sûr, hein. Et donc, du coup, le fantasme, il s'organise nécessairement parce que, justement, précisément, vous vous demandez bien qu'est-ce que c'est que l'autre, puisque vous ne l'appréhendez pas entièrement. Qu'est-ce que c'est, avec 1000 points d'interrogation? Et vous êtes obligé de fantasmer. Au point de vous demander même si cet autre-là ne vous désire pas, n'a pas quelque chose, ne vous veut pas quelque chose. Je vais vous donner un exemple qui est donné par Lacan, je ne sais plus où, mais je l'ai lu sur Internet il n'y a pas longtemps, je le connaissais, mais je l'ai relu, jamais revenu dans ma conscience. Il raconte ceci, Lacan, c'est assez drôle ce qu'il dit. Il dit, qu'est-ce que c'est qu'aller en psychanalyse? Il dit, c'est comme rentrer dans un restaurant chinois. Vous rentrez dans un restaurant chinois où les patrons ne parlent pas très bien français et toute la carte est en chinois. Il y a des descriptions en chinois et puis il y a des idéogrammes. Et donc, vous prenez la carte et vous ne savez pas ce que vous voulez parce que vous ne comprenez rien à la carte. Et même si vous regardez les idéogrammes, ça vous dit rien parce que vous les avez pas étudiés. Ça vous dit rien du tout. Et vous pouvez en arriver à vous poser cette question. Qu'est-ce que je vais bien prendre puisque je ne sais pas ce que c'est? Qu'est-ce que je vais bien prendre? Je vais demander au serveur. Alors la question étrange que Lacan fait poser au serveur, fait poser au client par le serveur, c'est ceci. C'est le client qui demande au serveur, dites-moi, monsieur le serveur, est-ce que vous pourriez me dire ce que je veux? C'est ça en fait, hein. C'est vrai en plus, hein. Quand on va au restaurant, très souvent, on demande au restaurateur, vous pouvez me dire ce que je veux parce que je ne sais pas. Hein. Et pas forcément que dans les restaurants chinois d'ailleurs. Hein. Parce que maintenant, dans les restaurants de la cuisine moderne, par exemple, la cuisine sophistiquée des 3 étoiles, etc., les menus sont tellement alambiqués que on ne les comprend pas. On est obligé de poser des questions et on est obligé de demander au patron, dites-moi ce que je veux, quoi. Et donc, le patron du restaurant en chinois ou autre, eh bien, il devient un autre. Parce qu'il a à savoir que vous ne possédez pas. Il a du S1 et du S2, c'est son menu, hein. Il a un menu infini, auquel vous ne comprenez rien. Ou alors qu'une petite partie. Vous savez quand même que vous êtes dans un restaurant. Hein, c'est déjà pas mal. Il y a un patron. Mais ce patron, cet autre-là, le patron du restaurant chinois, peut vous poser la question, ou vous pouvez vous poser, que voulez-vous? Quel est votre désir?
Ça veut bien dire que le patron, l'autre, il a un désir pour nous. C'est étrange, mais c'est comme ça. Et la petite métaphore lacanienne, elle illustre très bien, je trouve, le restaurant chinois. Hein. Qu'est-ce que je veux? Dites-moi ce que je veux. Eh bien, je vais vous dire ce que vous désirez. Et ça veut bien dire que moi aussi, je suis capable de vous désirer puisque je sais ce que vous désirez. Je suis capable de vous désirer. L'autre est capable de désirer. Et dans le fond, j'avais aussi employé cette métaphore ici même, il n'y a pas très longtemps. Si on croit aux extraterrestres, par exemple, eh bien, s'ils nous abordent et s'ils viennent sur Terre, on va tout de suite demander ce qu'ils nous veulent. Les extraterrestres, hein. On ne va pas comprendre ce qu'ils nous veulent. Peut-être, on ne va pas comprendre. Sauf s'ils sont exactement comme nous, mais c'est peu probable. Enfin, j'en sais rien. Donc voilà, et donc on peut, les extraterrestres, on peut les voir aussi comme l'autre avec un A majuscule, et se demander quel désir ils ont pour nous. C'est ça qui nous angoisse. Hein. Quand on parle des ovnis et tout ça, c'est pas tellement la présence des ovnis qui nous inquiète finalement. Hein. C'est la présence de qu'est-ce que ça nous veut ces trucs-là. Qu'est-ce que ça nous veut les ovnis? Hein. Quel est le désir de ces ovnis, le désir entre guillemets? Quel est le vouloir, si vous voulez, de ces ovnis à notre égard? Ah, bah c'est une question quand même embarrassante. C'est ça qui nous angoisse. Hein. C'est pas tellement qu'ils arriveraient sur Terre à un moment donné, qu'ils nous survoleraient dans des soucoupes vertes, eux-mêmes étant verts éventuellement. Bon, voilà. Mais c'est surtout ce qu'ils nous veulent. Quel est leur désir à notre égard? Est-ce que c'est de nous massacrer ou de nous aimer, par exemple? Ah, bah alors là, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Donc, ça éclaire parfaitement la phrase que beaucoup de gens ne comprennent absolument pas, mais que vous allez comprendre magnifiquement. Cette phrase de Lacan qui est très connue et que beaucoup de gens ne comprennent pas, même des psychanalystes. Hein. J'en vois sur Internet des soi-disant psychanalystes qui ne comprennent rien à cette phrase-là. Le désir du sujet, mais vous allez la comprendre tout de suite. C'est le désir de l'autre, avec un A majuscule. C'est le désir de l'autre. Le désir du sujet, c'est le désir de l'autre. Alors quand on lit ça comme ça, de manière un peu abrupte, on ne la comprend pas, cette phrase, elle est bizarre. Mais non, quand on a compris la métaphore du restaurant chinois et puis éventuellement des extraterrestres, qui est de moi, qui est déjà moins bonne, moins finaude que celle de Lacan, eh bien, on comprend tout de suite cette question-là. Le désir, c'est le désir de l'autre. Ben oui, bien sûr. Hein. Évidemment. Qu'est-ce que ça nous veut, l'autre? On pourrait métaphoriser ça en disant, par exemple, ce qui n'est pas très rigoureux, mais qui est aussi très parlant. Qu'est-ce que l'univers nous veut? Qu'est-ce que l'univers nous veut? Qu'est-ce que l'univers a comme destin par rapport à nous? Qu'est-ce qu'il a comme visée par rapport à nous, si vous voulez? Hein? Qu'est-ce qu'il a comme dessein, plutôt que destin? Dessein, D-E-2-S-E-I-N. Hein? Qu'est-ce que l'univers a comme dessein à notre égard? Ah oui, c'est une question très puissante à laquelle je n'ai pas la réponse. Alors, ce que dit Lacan, justement, par rapport au fantasme, c'est que par rapport à tous ces questionnements-là, auxquels on ne peut pas apporter de réponse, et qui sont extrêmement anxiogènes, eh bien, heureusement, il y a le fantasme qui vient faire écran. Le fantasme vient faire écran. Devant quoi? Eh bien, devant l'autre et devant le réel. C'est pour ça que nous passons notre vie à construire des fantasmes. Personne ne peut dire qu'il n'a pas de fantasme. Tout le monde a des fantasmes. Si quelqu'un n'a aucun fantasme, c'est qu'il ne va pas bien, honnêtement. Hein? Les psychotiques, éventuellement, les schizophrènes, on pourrait dire peut-être qu'ils n'ont pas de fantasme. Mais ce n'est pas pour une bonne raison. C'est parce qu'ils sont délirants. Hein? Et donc, ils n'ont pas cette capacité à produire, à construire une activité fantasmatique. Ou ils l'ont peut-être, mais à minima, hein, certainement. Quoi, hein? Donc, le fantasme, c'est un écran. C'est ce que dit Lacan, ça. Hein? C'est sa théorie. C'est un écran qui nous protège des assauts du réel, de ce qui n'est pas nommé, et de l'autre, que nous ne possédons pas dans son entièreté. Voilà. Donc le fantasme sert à ça, il cherche à boucher un trou. Hein. Il le dit textuellement, hein. Le fantasme bouche un trou. Le fantasme bouche un trou.
Et ça nous sort de bien des embarras, hein, quand même. Après, si un sujet n'a que des activités fantasmatiques tout le temps, là, il est dans le pathologique aussi, hein, parce qu'il est totalement hors réalité. On ne peut pas avoir une vie que fantasmatique, évidemment. Mais on ne peut pas avoir une vie où il n'y a pas de fantasme du tout. Ce n'est pas possible. Hein. Ce n'est pas possible, et ça ne serait pas heureux, parce que nous serions face à quelque chose que l'on ne peut pas comprendre, qui est le réel, et l'autre. Vous voyez? Alors, il cite un autre personnage. Il en cite deux, essentiellement. Ah ben, je vous aurais cité les deux. Hein. Un personnage qui s'appelle Heinz Hartmann, qui est très connu. Vous le connaissez sans le savoir, parce que c'est le père, c'est vraiment le père, hein, de l'ego-psychologie à l'américaine. Ego-psychologie, c'est-à-dire qu'on appelle aujourd'hui les TCC, vous savez très bien ce que c'est que les TCC, hein, les thérapies comportementales. Eh bien, c'est Hartmann qui a inventé les thérapies comportementales et l'ego-psychologie. C'est le père de ces thérapies-là, Hartmann. Alors, Hartmann, il avait une théorie, lui, concernant l'adaptation à la réalité. Je ne vais pas effacer tout sur Hartmann. C'est qu'il avait une théorie assez particulière sur le moi. Parce que Lacan, lui, Lacan, il écrit moi, puis après il écrit un grand point d'interrogation. Hein. Parce qu'il dit, le moi, je ne sais pas ce que c'est. Hein. Je ne sais pas ce que c'est. Le moi, parce que les moi constitués, complets, élaborés, satisfaits, etc., Lacan dit, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc du coup, le moi, ça n'intéresse pas tellement Lacan. Le concept de moi, ça n'intéresse pas particulièrement, parce que pour lui, c'est une espèce d'errance psychologisante. Voilà pour lui. Hein. Alors je dis pas que toute la psychologie est dans l'errance, c'est pas ce que je veux dire. Non, il y a des errances psychologiques comme il y a des errances psychanalytiques aussi d'ailleurs. Hein. C'est pas l'apanage de la psychologie. La psychanalyse, elle a son lot aussi hein, de conneries. Donc le moi, ben, on ne sait pas ce que c'est du tout. Et Hartmann, lui, il disait oui, moi je sais. Lui, Hartmann, il n'y a pas de problème. Hartmann, c'était le moi. Eh ben, c'était un moi. Le moi, c'est la personnalité stable, si vous voulez. Personnalité stable du sujet. Stable. Oh oui. Oh oui. Confortable. On s'assoit dedans. On s'assoit dans son moi, puis on est bien. Chez Hartmann. Donc Hartmann, du coup, il s'est dit, puisque dans le moi, il y a un noyau stable, c'est ça qu'il dit, hein, quand on développe un petit peu. Si dans le moi, il y a un noyau stable, eh ben, quand quelqu'un va pas bien, sur quoi on va travailler? Eh ben, sur ça. On va travailler sur le noyau stable. Le travail psychothérapeutique du psychothérapeute, quel que soit son métier, je veux dire qu'il soit médecin, psychologue ou autre, peu importe, il va s'attaquer, s'il fait des TCC, au noyau stable du moi. Le stable du moi. Et donc, à partir de là, eh bien, il y aurait un moyen apparemment facile, assez aisé, d'adapter le sujet à la réalité. Voilà, parce que c'est ça le propos. C'est l'adaptation du sujet à la réalité. Alors, malgré tout ça, Hartmann, il ne devait pas quand même être totalement satisfait de son truc, parce que il a rajouté qu'il y avait quand même des problèmes avec la réalité, même si on a un noyau stable, c'est jamais que le noyau, c'est peut-être pas tout le moi, c'est un noyau du moi, eh bien, il y a dans la réalité tout un tas de choses qui nous sont incompréhensibles, qui nous sont complexes, si vous voulez. Et sa réponse par rapport à cette réalité complexe, à Hartmann, c'est quoi? Ben, c'est la perversion. Il dit c'est la perversion qui vient combler tout ça. Nous sommes des pervers. La perversion est utile, elle est nécessaire. Et il nomme même les névroses comme perception. Hein. Perversion, pardon. Les névroses.
Et puis évidemment les toxicomanies et puis de tout un tas d'autres choses. Hein. Mais c'est celle-là que Lacan nomme dans le chapitre. C'est pour ça que je vous les reprends. Hein. Parce qu'il y en a bien d'autres, bien sûr. Hein. Mais il dit, Hartmann, nous mettons à l'épreuve de la réalité et nous pouvons trouver un écran à une réalité qui sera un peu trop complexe grâce à ça. Grâce à un continuum pervers, si vous voulez. Une espèce de perversion chronique. Qui serait en nous, quoi, on serait des pervers continuels, permanents, hein, des permanents, installés, bourgeoisement installés dans la perversion. Et du coup, ça nous permettrait d'avoir une espèce de coin, de rentrer un coin, d'enfoncer un coin dans la réalité et de pouvoir l'appréhender avec ce support pervers, avec ces supports pervers. Ça, c'est la théorie de Hartmann. Donc, elle est un peu bizarre, cette théorie, elle boite un peu. Elle boite un peu parce que il dit d'un côté qu'on va travailler sur un noyau stable du moi et que de l'autre côté, c'est un système pervers qui permet d'appréhender le monde. Bon, moi, je veux bien, mais hein, je trouve que ni l'une ni l'autre des deux propositions de cette espèce de balancier, là, perversion, moi stable, soit satisfaisant. Je ne trouve pas. Et Lacan non plus. D'une certaine façon, Lacan trouvait que le monde de Glover, avec ses débuts tout à fait archaïques de l'enfant, c'était beaucoup plus recevable que le monde de Hartmann. Voilà. Pour Lacan, c'était sans nuance. Hein. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un d'autre que vous connaissez sûrement de nom au moins, c'est Mélanie Klein. Mélanie Klein. Hein. Mélanie Klein est quand même une psychanalyste très connue, très intelligente, très brillante, que Lacan admirait beaucoup. Lacan avait une admiration considérable pour Mélanie Klein, c'est vrai. Il l'appelait pourtant la tripière, mais ce n'était pas péjoratif. Parce qu'en fait, Mélanie Klein, elle a beaucoup travaillé sur les projections et les introjections. C'est-à-dire la manière dont on a de projeter ce qui est à l'intérieur de nous sur l'extérieur, et puis de prendre ce qui est à l'extérieur et de le mettre à l'intérieur de nous. C'est des mécanismes qu'on fait tout le temps, ça, tous les jours et tout le temps. Introjection, projection. Et bien Mélanie Klein, elle a beaucoup travaillé là-dessus, surtout travaillé là-dessus. Hein. Et donc c'est pour ça qu'il l'appelait la tripière, parce que c'est les tripes qui sortent et qui reviennent, etc. Il l'appelait la tripière, mais avec affection, hein, parce qu'il l'admirait vraiment, Mélanie Klein. Et Mélanie Klein, je vous en parle parce que Mélanie Klein, elle a eu finalement, par rapport à Glover, eh bien quelque chose d'assez similaire. Elle parle d'un monde paranoïde, d'un temps paranoïde, chez le tout petit enfant. Bien avant l'Édipe, hein, bien avant le stade du miroir, bien avant tout ça. Hein. Dans les tout premiers temps de l'existence, dans les tout premiers mois de l'existence, l'enfant est dans un monde paranoïde, chaotique. Elle ne décrit pas un bombardement, une morgue et puis un urinoir. Non, hein, pas du tout. Mais elle dit que l'enfant est une espèce de chaos, un peu inquiétant quand même, hein, inquiétant, et qui peut, si ça ne se résout pas, si ça reste en l'état, amener des psychoses infantiles. D'ailleurs, Mélanie Klein, elle a soigné essentiellement des enfants psychotiques, hein, des enfants psychotiques. C'est pas inintéressant de lire un petit peu de Mélanie Klein. C'est pas facile à lire, hein. Elle est complexe, Mélanie Klein, mais c'est intéressant parce que c'est profond. C'est très profond. C'est beaucoup plus profond qu'Anna Freud. Hein. La fille de Freud, elle a écrit aussi beaucoup sur la psychanalyse. Mais alors, c'est plat-plat, quoi. Hein. C'est plan-plan. Voilà. C'est pas très intéressant. En fait, elle répète, elle annonce ce que dit son père, quoi. Mais de façon assez, un peu niaise, parfois. Et alors, Anna Freud et Mélanie Klein ne pouvaient pas se saquer. Elles se haïssaient, mais à un point, mais jusqu'à en venir aux mains. Hein. Jusqu'à en venir aux mains. Et je vous parle de ça parce que c'est Glover, entre autres, il n'y avait pas que lui, mais c'est Glover qui les séparait. Glover, il était bonne patte. Et donc, il s'interposait entre Mélanie Klein et Anna Freud pour ne pas qu'elles s'étranglent, quand même, parce qu'elles étaient toutes les deux en Angleterre. Hein. Mélanie Klein était partie en Angleterre, chassée par les nazis de son pays natal.
et s'est installée à Londres aussi, comme Freud, quoi. Hein. Et donc, du coup, ben, elle a rencontré toute l'école anglaise de psychanalyse, quoi, et dont Anna Freud. Elle pouvait pas ne pas se rencontrer, c'était impossible. Quoi. Et donc, ça a fait des flammes. Ça, on peut le dire. Hein. Oui, alors... en ce qui concerne... Après, je vais terminer là-dessus, parce que il y a tellement de choses dans ce chapitre que... Je vais vous dire un tout petit mot, parce que là, aussi bien... enfin, Lacan, là, parle longuement de l'homosexualité. Voilà. Il en parle longuement. Je ne sais pas qu'il en dit pas des choses vraiment déterminantes, mais voilà, parce qu'il développe ça ailleurs de manière beaucoup plus fine, peut-être. Et puis, il rappelle ce que Freud en dit. Alors Freud, d'abord, il faut savoir une chose, c'est que par rapport à l'homosexualité, aussi bien Freud que Lacan étaient très en avance sur leur temps, surtout Freud, parce que Freud ne classait absolument pas cela comme une perversion, ni comme une maladie. Il ne le classait pas dans le registre des psychopathologies, pas du tout. Il disait que c'était une manière d'être amoureux, voilà, c'est tout. Voilà. Une manière comme une autre d'être amoureux. J'étais un peu différent, mais qu'il n'y avait pas... qu'il n'y avait pas de perversion là-dedans et qu'il n'y avait pas d'anomalie de type psychopathologique. Donc à l'époque de Freud, ça faisait un peu scandale. Hein. Et même maintenant, hein, enfin, à l'époque de Lacan même, ce que disait Lacan, parce que Lacan disait que l'homosexualité était une activité totalement normale, quoi. Il n'y a même pas à le dire, quoi. Pour lui, c'était une évidence, quoi. Hein. C'était une activité différente sexuellement de celle des hétéros, mais totalement normale. Il disait c'est un choix d'objet, et puis voilà, c'est pas la peine de s'emmerder à classer ça dans des nosographies psychiatriques, dans des tiroirs, etc., parce que ça n'est pas du registre de la pathologie. Voilà. Hein. Donc ces deux hommes-là étaient en avance, parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même des pays encore aujourd'hui où l'homosexualité est punie de mort. Hein. Quand même, il faut le savoir. Hein. Oui, oui. Ou alors, si elle n'est pas punie de mort, c'est la prison, c'est la torture, etc. Voilà. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les nazis ont commencé par tuer tous les homosexuels, quand même. Hein. Enfin, tous ceux qu'ils ont pu choper. Donc, vous voyez que c'est pas du temps de Freud, quand même. Enfin, après la mort de Freud. Après la mort de Freud. Donc, faut bien se dire ça tout de suite, qu'il n'avait aucune vue particulièrement, il n'avait aucune vue, un soupçon péjoratif sur ces choses-là, sur l'homosexualité. Alors Freud, qu'est-ce qu'il disait, lui? Il disait, je simplifie à l'extrême parce que dans le chapitre, c'est pas simple, il disait, l'homosexualité, c'est l'effacement de la différence des sexes. Il dit pas que ça, évidemment, hein. L'effacement de la différence des sexes. Ça revient à ça. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Mais il disait, alors l'homosexualité masculine d'abord, masculine. Il disait l'enfant garçon, il s'identifie fortement à sa mère, jusqu'à ne faire qu'un avec elle. Identification à la mère, plus, jusqu'à faire un UN avec un U majuscule, N. Et puis, avec le temps qui va passer, notamment avec l'apparition de l'âge édipien, vers 2, 3, 4 ans par là, hein, après le stade du miroir, eh bien, l'enfant va se détacher de la mère. Voilà, c'est ça ce qu'il dit Freud. Détachement. Détachement de la mère. Voilà. Mais, dit-il, certains enfants vont avoir ce besoin, pour des raisons que je n'explique pas comme ça aujourd'hui, on n'a pas le temps, et peu importe de toute façon, certains enfants font un espèce de feedback et reviennent à cette première identification à la mère. Certains enfants garçons, hein, certains enfants mâles, reviennent à cette première identification à la mère, et ce que dit Lacan, et ce que dit Freud aussi, parce que ça revient un peu au même d'une certaine façon, hein,
c'est que la mère, à partir du moment où elle se présente comme étant détentrice d'un savoir de totalité et ne faisant qu'un avec son ou une avec son enfant, eh bien, elle est justement, elle est une totalité. Elle est une totalité. Cette maman-là, elle est une totalité. Et donc, du coup, Freud comme Lacan ont dit, elle représente la puissance phallique, le phallus, le phi majuscule grec. Ce n'est qu'une métaphore. Hein. Le phallus n'est qu'une métaphore symbolique, représentant, si vous voulez, la toute-puissance. Parce que c'est pas forcément la toute-puissance paternelle. Hein. Lacan, il s'en foutait que ce soit le père ou autre chose, ça ne l'intéressait pas. Le phallus, pour lui, c'était un symbole, un symbole. Voilà, c'est un symbole. C'est une métaphore symbolique d'une sorte de toute-puissance perdue. Voilà, c'est ça. Hein. Disons cela pour Lacan. Toute puissance perdue tout de suite, dès que vous arrivez dans le monde. Et le garçon, certains garçons, pourraient être tentés de retourner vers l'identification maternelle pour retrouver cette forme de toute-puissance phallique. Et donc, il aurait un attrait pour, faisant cette identification vers quelque chose de phallique, il va souhaiter faire des identifications un peu semblables envers les autres, qui seront aussi des identifications phalliques, donc vers les garçons. Après, vers les garçons. Voilà, ça c'est l'explication freudienne, enfin c'est l'explication, c'est l'approche freudienne, tout simplement. Est-ce que c'est une explication aboutie de l'homosexualité? Non, ça ne le prétend pas, mais c'est déjà assez sophistiqué quand même. Hein. Voilà, mais c'est ça que disait Freud. Hein. J'ai pas beaucoup, j'ai pas besoin de vous en lire des 70 pages hein, là-dessus, parce que c'est ça, hein, c'est ce petit schéma que je vous ai fait, avec ce retour d'investissement vers la mère phallique, puisque étant une totalité, et après, avec ce souhait de reproduire les mêmes identifications dans le monde, vers des personnages phalliques, c'est-à-dire éventuellement des hommes. Voilà. L'explication, elle vaut ce qu'elle vaut. Hein. Bon. Après, on n'est pas obligé d'y adhérer. Hein. Moi, je vous la donne telle qu'elle est dans le chapitre, là, et puis telle que Freud la donne. Avec plus d'élaboration que je ne le fais là, mais ce que je vous dis là est juste. Hein. C'est juste, c'est ça sa théorie. Hein. C'est pas autre chose. Hein. Et alors Lacan, c'est encore plus radical que ça. C'est beaucoup plus radical. Lacan, il dit, ce n'est pas du tout une affaire biologique. Hein. Ça n'a rien de biologique. Parce que finalement, pour Freud, c'est biologique, parce que Freud dit, c'est l'effacement de la différence des sexes. Ça, c'est Freud, hein, je répète. Effacement de la différence des sexes. Donc, il y a quelque chose de biologique. Et chez Lacan, c'est non biologique. Ça n'a rien à voir avec ça. Pour lui, c'est une question de langage. C'est une question de langage, c'est une question d'objet, de choix d'objet. C'est beaucoup plus structural, si vous voulez, quoi. Hein. Structurel, plutôt, chez Lacan. Le choix d'objet. Alors, les choix d'objet, ben, ça peut être un choix d'objet féminin, un choix d'objet masculin. Et alors, lui, il reprend aussi la question du phi, métaphorique. Mais pour lui, ça ne représente pas une personne. Parce que là, je vous ai dit que chez Freud, ça représentait la mère phallique, éventuellement. Ou un père, éventuellement, aussi, pour une fille. On peut mettre ça un peu dans tous les sens. Et donc, c'est incarné chez Freud, voilà. Chez Freud, c'est incarné. Chez Lacan, le phallus n'est pas incarné. Il ne représente pas un personnage maternel ni paternel. C'est simplement une métaphore de la toute-puissance perdue. C'est ça, hein. Une métaphore de la toute-puissance perdue. Et donc, le phi lacanien, non incarné,
égale toute puissance perdue. Et il y a chez nous tous, par rapport à ce phallus symbolique lacanien, puisqu'il n'est que symbolique chez Lacan, il n'est pas incarné, je me répète, il y a chez nous le souhait ou de l'avoir ou de l'être. C'est difficile de le nier, ça aussi, parce que moi je l'observe aussi ça chez l'enfant. Chez l'enfant que je vois à l'âge édipien, leur grand souci, c'est ça d'avoir la toute-puissance ou d'être celui qui est tout-puissant, un enfant. C'est ça leur gros problème. Je me répète, mais leur gros souci, c'est pas de se demander s'ils sont amoureux de leur maman ou amoureux de leur papa. C'est pas faux, ça. C'est pas faux. Je dis pas que c'est faux, ça. Mais c'est pas ça leur souci. Parce que si moi je prends le souci des enfants comme ça et que je me dis leur gros souci c'est amoureux de leur papa ou amoureux de leur maman et c'est compliqué, et ils n'y comprennent rien. Et ben moi j'arrive à rien en soi, à rien du tout, à rien du tout. Ça marche pas. Ça n'aboutit à rien si on prend les choses comme ça. Si on prend les choses édipiennes à la lettre, au sol, si vous voulez. L'Édipe au sol, on le prend comme ça, tel que ça s'est passé pour Édipe roi, dans la mythologie grecque. Non, il ne s'agit pas de ça, pour Lacan. C'est avoir le phallus ou l'être. Et donc, c'est là qu'est le choix d'objet, justement, dont parle Lacan, dans l'homosexualité. Et il ne dit pas qu'on a une espèce d'inclinaison naturelle à choisir quelqu'un qui serait phallique, qui serait supposé phallique, ou bien quelqu'un qui serait supposé avoir le phallus, si vous voulez. C'est un peu différent. Quelqu'un qui serait supposé détenir le phallus, détenir le pouvoir, et quelqu'un qui serait carrément le pouvoir. Le pouvoir, il est incarné, par exemple, par les empereurs ou les rois, ils sont carrément le pouvoir eux-mêmes. Leur corps, si vous voulez, leurs attributs, leur couronne, etc., ils sont le pouvoir. Ils sont. Ce n'est pas qu'ils l'ont, ils l'ont aussi, bien sûr, mais ils le sont. Ils le sont. Ils le sont. Ils sont dans l'être du pouvoir. Mais on peut aussi souhaiter l'avoir, l'acquérir, l'avoir. Et donc le choix d'objet va se faire entre ces deux choses-là. Et donc, du coup, Lacan dit, on va s'orienter vers des personnes différentes. Soit des personnes du même sexe ou des personnes d'un sexe hétéro, quoi, voilà. Même sexe ou pas. Ça peut vous paraître banal, mais c'est ça la théorie lacanienne. Il ne dit pas autre chose, c'est des combinatoires. C'est des combinatoires naturels. Voilà. Il n'y a aucun jugement chez Lacan. Il ne dit pas il y a une tentation d'effacement de la loi biologique, effacement de la sexuation. Non, pas du tout. Pas du tout. Il dit c'est naturel. Chacun fait comme il veut. Il y a des choix d'objets. Comme on le sent, si je puis dire, quoi. Et puis on choisit de l'avoir ou de l'être. Et donc on choisit des personnes en fonction de nos choix-là, de ce choix-là, par rapport à la toute-puissance perdue. À la toute-puissance perdue. Et je vous terminerai en faisant un tout petit schéma pour vous illustrer ça, cette toute-puissance perdue chez l'enfant. Ça, c'est vraiment de la pratique, vous savez. Je vous parle de ça parce que je pratique ça. Bien sûr, j'adapte mes mots à l'âge des enfants. J'adapte mes mots à l'âge des enfants. Je ne parle pas de fantasme au tout petit enfant. Ni à un enfant de 3 ans, je ne vais pas lui parler de tu as fait ton choix d'objet. Non, évidemment, on ne parle pas comme ça, on adapte. On adapte. On a les mots, à force, on s'habitue à parler avec les enfants, mais à parler, pas à parler de manière niaise. Non, à parler avec réalité, avec vérité à l'enfant. Avec des mots choisis qu'il comprend. On se dit quel est son stock de langage à peu près à cet âge-là, à 3-4 ans. Bon, je vais saisir les mots qu'il peut saisir. À partir de là, on va en arriver à faire quelque chose. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, le petit schéma, c'est ça. Donc, en fait, si vous voulez, quand le sujet arrive sur Terre, arrive sur la Terre, il advient, comme on dit. Il advient. Il advient, voilà. Avant, il n'existe pas. Et
Avant, qu'est-ce qu'il y a? Quand il advient, on pourrait dire pendant un éclair, il est le phallus. C'est-à-dire que avant que d'être gâté, si vous voulez, avant que d'être altéré par sa rencontre avec le monde, avec sa montée sur la scène du monde, avant d'être altéré par l'autre, parce que l'autre va l'altérer forcément, hein, eh bien, il est tout puissant. Il est réellement dans la toute puissance, dans la totalité. Mais forcément, dès qu'il va arriver dans le monde, dès qu'il va advenir ici, il advient, on peut mettre ça ici, advient là, ici, en bas de cette barre là, eh bien, du coup, là, il va se trouver être manquant, si vous voulez, carencé et barré. Barré, c'est un sujet barré parce qu'il n'est plus, il est rentré dans le langage. Alors, on se dit, il est rentré dans le langage, mais ça veut dire quoi ça? Il est barré parce qu'il est rentré dans le langage. Oui, ça, il est barré simplement, il est rentré dans le langage, ça veut dire qu'il négocie avec l'autre, avec un petit a. Il est déjà dans un blabla avec l'autre. Et du coup, il n'est plus entièrement avec lui. Il est partiellement avec l'autre. Quand vous parlez avec quelqu'un, vous n'êtes plus entièrement vous. D'abord, vous ne pouvez pas être entièrement vous. Mais supposez que vous pensiez que vous puissiez être entièrement vous, dès lors que vous commencez à bavasser un petit peu avec un autre, même dans la rue, hein, vous n'êtes plus complètement vous. Vous êtes une fraction de vous. Vous êtes partiellement vous. Et c'est pour ça qu'on écrit le S barré, le sujet carencé. Et ce sujet carencé, eh bien, son objet, qu'est-ce qu'on peut en dire? Eh bien, c'est qu'il est incomplet. Et Lacan, il le dit de manière très simple, Lacan, on peut pas dire plus simple que Lacan pour expliquer ça. Il dit, comment voulez-vous qu'un sujet qui est barré, qui est incomplet, puisse avoir la prétention d'avoir en face de lui un objet complet? C'est impossible. C'est impossible. Hein? Un sujet incomplet, barré, parce qu'en relation avec l'autre, avec le petit copain, avec l'altérité, eh bien, il ne peut pas avoir en face de lui un objet complet. Il a forcément un objet incomplet. Un objet incomplet qui le contraint au fantasme. Voilà un petit schéma que j'ai mitonné comme ça pour vous, mais je pense qu'il est assez explicatif hein, quand on parle du phallus ici, de la toute-puissance, appelons-le la toute-puissance. Hein. L'unité parfaite. Hein. L'unité parfaite, là, pendant un éclair, avant de monter sur la scène du monde, c'est l'unité parfaite. Et puis ça se casse, si on peut dire, ça se scinde, l'objet se coupe en deux, une partie reste dans la mélancolie de l'objet perdu, et une autre partie avance dans le monde, mais ne rencontre que des objets d'incomplétude. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure la phrase de Lacan, il n'y a rien de plus déçu qu'un homme qui arrive soi-disant au comble de ses vœux, car c'est précisément cela dont il ne voulait pas. Hein? Parce que les objets ne sont pas, les objets ne viennent pas compléter, ne complètent pas. Les objets ne complètent pas. Ne complètent pas, et du coup, la construction de fantasmes est obligatoire. On ne peut pas se passer des fantasmes pour essayer de tenter de combler, on n'y arrive pas, mais tenter de combler, de masquer l'incomplétude de l'objet. L'incomplétude de l'objet, vous voyez? Bon, je vous en ai quand même dit des choses difficiles un petit peu aujourd'hui, mais j'ai fait de mon mieux pour vous les rendre simples, parce que dans le chapitre, c'est très compliqué, honnêtement. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais c'est très, très, très compliqué. Pour des non-initiés, c'est illisible, franchement, franchement. Voilà, donc on se retrouve n'oubliez pas, oui, c'est à moi de ne pas oublier les attestations. Et donc on se retrouve le 15 juin, je ne me trompe pas. Hein, 15 juin. Le 15 juin pour la dernière séance. Hein. Voilà.